Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires d'œuvres. L'histoire, œuvre. Cita Dayanch. Cita Dayanch. Racine de Ciel. Cita Dayanch. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct pour cette nouvelle édition d'Histoire d'œuvres. Nous recevons ce soir David Fuenquinos, qui doit être quelque part du côté de Paris. Exactement. Bonsoir David. Ouais, à Paris même. À Paris. David, merci de nous recevoir chez Michel Lec, initiatrice de Racine de Ciel. Alors, nous allons parler ce soir de votre dernier roman, La famille Martin, mais tout d'abord, sacrifions un petit rituel, quelques lignes de biographie pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors, vous êtes né en 1974 à Paris, vous êtes romancier, dramaturge, cinéaste, vous êtes initié à la littérature assez tard, à l'âge de 16 ans, à l'occasion d'un grave problème de santé qui vous a obligé à rester hospitalisé plusieurs semaines. Et votre premier roman a été publié par Gallimard en 2001. Il s'agissait d'Inversion de l'idiotie, de l'influence de deux Polonais, après avoir essuyé plusieurs refus, il faut le dire. Depuis, les succès se sont enchaînés. On va citer évidemment La délicatesse, mais aussi Charlotte. Vous avez reçu un certain nombre de prix littéraires. Vous avez à votre actif, je le disais, une vingtaine de romans, plusieurs pièces de théâtre, mais aussi des films co-réalisés avec votre frère Stéphane Fuenquinos. Alors, ce soir, nous allons parler de La famille Martin, paru en octobre dernier chez Gallimard. Et le point de départ de ce livre est assez original. En fait, vous vous y mettez en scène, en quelque sorte, dans le rôle d'un écrivain en panne d'inspiration, ce qu'on a un peu de mal à croire, étant donné que vous êtes quand même assez productif en termes d'écriture. Écrivain donc en panne d'inspiration qui décide, pour lancer son prochain livre, d'aborder quelqu'un dans la rue, la première personne venue, et d'en faire le point de départ de sa nouvelle histoire. Alors c'est tout à fait improbable, mais ça fonctionne très bien. C'est un roman jubilatoire qu'on a beaucoup de plaisir à parcourir et qui n'est pas totalement déconnecté de vos œuvres précédentes, on va le voir. Tout d'abord, cette famille Martin existe-t-elle réellement? Est-ce un point de départ tout à fait véridique? Alors merci déjà pour cette belle présentation qui est de plus en plus longue à mesure que je vieillis. Tiens, j'ai perdu une oreillette, tiens. Et c'est vrai qu'au tout départ, on aurait dû faire cette rencontre à Ajaccio, donc j'aurais tellement aimé être en Corse et rencontrer voilà, les lecteurs et vous-même. Donc cette première question, c'est vrai que le livre est sorti, vous l'avez dit, en octobre dernier. Il y a eu beaucoup de lecteurs qui m'ont écrit ou qui m'ont demandé ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai dans ce roman-là. Et c'est vrai que c'est un véritable amusement. En tout cas, moi, je l'ai construit comme ça. Mince, je l'ai construit comme ça, comme un jeu littéraire sur la fiction ou la réalité. Quelle est la part de vérité? Est-ce que cette famille Martin existe vraiment? Est-ce que je l'ai vraiment rencontrée? Et c'est vrai que c'est un mélange de tout ça. Mais le point de départ, vous avez raison, de cet écrivain un peu en manque d'inspiration, ou en tout cas, c'est un écrivain qui en a marre de la fiction, qui se dit à un moment donné, voilà, toute vie réelle est plus intéressante qu'un énième roman, une énième invention de personnages. Ça, c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai fait, au début par amusement, je suis descendu dans la rue et je me suis dit, tiens, la première personne que tu vas croiser sera le sujet de ton prochain livre. Il se trouve que j'ai rencontré une femme de 82 ans qui s'appelle Madeleine, que j'avais déjà croisée dans mon quartier. J'ai discuté un petit peu avec elle. On a pris un café, j'ai pris des notes, elle m'a raconté des choses et c'est vrai que c'est le point de départ du livre. Après, elle m'a présenté sa fille et c'est vrai que c'est comme ça qu'est né le roman La famille Martin. Mais moi, depuis toujours, quand on est écrivain, on est un aspirateur à curiosité. Je pose beaucoup de questions, je rencontre des gens et c'est vrai que les gens souvent viennent me voir en me disant vous devriez raconter ma vie. Donc ce livre-là, c'est un mélange de pas mal d'histoires vraies que j'ai pu collecter ces derniers temps.
Alors, en quelque sorte, dans le livre, vous êtes pris à votre propre piège, parce que vous vous apercevez qu'en intégrant l'univers de cette famille Martin, vous devenez un personnage à part entière. Ils vous contraignent à une forme d'interactivité. Tout d'abord, la fille, Valérie, qui voit dans le livre le moment et le moyen de faire certes un petit peu de bien à sa mère, mais aussi de régler quelque part ses problèmes personnels. Et auteur, vous vous retrouvez acteur. Alors, est-ce que, effectivement, dans le modus operandi et dans le cours de cette écriture, ça s'est produit comme ça, ou est-ce que vous avez introduit cet élément d'interactivité pour justement accrocher encore plus le lecteur? Alors, c'est vrai que quand on a une conversation, quand on essaie de savoir des choses sur quelqu'un, on finit par se livrer aussi soi-même. C'est un véritable échange. C'est vrai que pour recevoir, il faut donner. Alors là, vous parlez de ce personnage, Valérie Martin, qui est une femme qui a 45 ans, qui voilà qui traverse un moment plutôt difficile dans son couple, dans sa vie professionnelle, qui se pose des questions sur aussi avec ses enfants, qui deviennent des adolescents un petit peu compliqués à gérer. Et c'est vrai qu'elle est assez excitée à l'idée comme ça de pouvoir rencontrer un écrivain, de discuter avec lui, et elle finit par lui poser beaucoup de questions. Et c'est vrai que moi aussi, en écrivant ce livre, j'aurais pu gommer la partie personnelle, puisque j'étais obligé de m'impliquer et de raconter des choses sur moi en écrivant ce livre, finalement, pour retranscrire la vérité de ces échanges. Il se trouve que j'écris très peu de choses personnelles, très peu d'autofiction. Et c'est vrai que pour une fois, dans ce livre-là, il y a des éléments personnels et autobiographiques. Après, c'était pas forcément pour accrocher le lecteur, parce que ce qui m'excitait, moi, c'était de me dire que n'importe quelle famille, n'importe quelle personne, de toute façon, est potentiellement passionnante, a des choses à raconter. On rentre dans n'importe quelle famille, il y a forcément des secrets, des failles, des mystères, des complexités. Et c'est vrai que cette famille Martin, celle que je te décris, a dépassé mes espérances, parce que vous mettez un écrivain dans une famille et voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. Les gens ont envie de toute façon de raconter des choses, ça c'est certain. Oui, d'ailleurs, vous le dites, vous l'écrivez à un moment du livre, vous dites tout écrivain, en substance, immergé dans une famille, en fait une matière romanesque. Tout devient, il devient le catalyseur d'un certain nombre de choses, quand bien même il n'en serait que le témoin. Là, vous allez un petit peu au-delà du simple rôle de témoin, il faut bien le dire. Je pense qu'au-delà de l'histoire de la famille Martin, en filigrane, il y a une véritable réflexion sur la création et sur ce qu'est la matière romanesque. Après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne pas se demander si tout est constitutif de ce qui est romanesque? Est-ce que l'exceptionnel est réellement romanesque? Est-ce que l'ordinaire est tout aussi romanesque que l'exceptionnel? Cette question de fond, est-ce que à cette étape de votre parcours qui est déjà assez important, vous voulez poser aussi, ou c'est vraiment le point de départ, c'est l'idée de prendre cette femme dans la rue, de raconter, ou est-ce que l'effort par rapport à la création est venu immédiatement, tout de suite derrière cette première inspiration? Non, tout d'abord, vous avez raison, ce roman-là fait suite à 2 romans que j'ai écrits, De sueur et vers la beauté, qui étaient un petit peu plus graves. Et ce retour-là marque un côté ludique, un amusement littéraire à travers le récit de cet écrivain qui est malmené aussi par ses personnages. Et c'est vraiment un livre sur la création littéraire. C'est un livre sur le laboratoire d'écriture d'un roman, puisque sans cesse, j'interroge à travers ce livre l'intérêt que peuvent procurer ces personnages. On suit d'un côté la famille Martin et en même temps, on a les ficelles de cette création qui sont racontées par le narrateur qui est l'écrivain. Est-ce que quand Madeleine me parle de ces produits qu'elle doit pas décongeler avant de les remettre au frigo, est-ce que c'est intéressant d'un point de vue littéraire? Donc je me pose la question finalement sans cesse de l'intérêt de ces personnages. Et eux-mêmes se posent la question. Si vous voulez, ça arrive très souvent dans la vie, dans des situations un peu incongrues, où on a envie d'être un bon élève. Ça peut même nous arriver parfois d'aller chez le docteur et d'avoir envie d'être un bon patient, d'une certaine manière. D'avoir quelque chose d'intéressant à donner à manger aux praticiens. D'une certaine manière, c'est vrai que ces personnages vont eux-mêmes s'interroger sur leur intérêt et vont tout faire pour devenir intéressants. Alors c'est vrai que
ils vont tous, à un moment donné ou à un autre, prendre la mainmise sur ce roman, raconter des choses, des parcours de vie dans des moments compliqués, et ce roman va bouleverser finalement la destinée de tous ces personnages. Donc c'est aussi un livre sur le laboratoire de l'écriture d'un roman, mais aussi un livre sur le pouvoir de la littérature, le pouvoir que l'œil d'un romancier peut modifier finalement ou impacter le réel, en l'occurrence l'écosystème de cette famille Martin. Donc c'est aussi, vous avez raison, une réflexion sur la création littéraire et sur les modifications sur le réel. Oui, c'est aussi un roman qui se produit, comme beaucoup de vos œuvres, à un moment où les personnages sont à un moment de fracture ou de fêlure dans leur vie. C'est assez récurrent chez vous. Et il y a toujours évidemment le thème de la séparation. Hein, on le voit, sans dévoiler ce qui se passe, on le voit avec Valérie et son mari. Il y a des espèces de périodes de deuil successives ou de retrouvailles. Et vous intervenez là en y apportant votre sensibilité, évidemment, mais en même temps en semant ça et là des références aussi à ce que vous êtes, à la façon dont vous écrivez. Bon, on retrouve les fameux Polonais, par exemple, hein, qui interviennent au détour d'un vol international entre la France et les États-Unis. Vous avez aussi les fameuses notes de bas de page qui s'adressent directement au lecteur de façon à introduire aussi avec le lecteur une interactivité. Pourquoi ce besoin systématiquement de lui signaler des choses pour lui dire, par exemple, hein, je schématise, ben tiens, tu vois, ça, je dis ça parce qu'il va se passer ça. Pourquoi cette façon de systématiquement l'alerter, alors oui, c'est vrai que j'aime bien. Non, c'est vrai, Sandra, j'aime bien le jeu avec le lecteur. J'écris à la fois des romans extrêmement classiques dans leur forme. J'ai envie de raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin. On suit ces personnages, qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment ils vont traverser leurs difficultés. Et en même temps, j'aime bien être dans le rapport ludique, y compris dans la forme, y compris dans la façon de mettre des notes en bas de page, ou d'être présent, ou d'interpeller le lecteur. J'aime bien cette interaction finalement avec le lecteur à travers le point de vue du narrateur sur l'histoire qu'il est en train de raconter. Après, vous parlez des deux Polonais. Ça, c'est vrai que c'était plutôt une marotte un peu étrange, puisque moi j'ai commencé à écrire à l'âge de 16 ans. Je pensais que je serais jamais, enfin j'ai écrit sans penser que je serais publié ou que ça pourrait intéresser quiconque. Et c'est vrai que un jour j'ai écrit une histoire avec deux Polonais et 6 mois après j'étais publié chez Gallimard. Alors je me suis dit tiens, ces deux Polonais me portent chance. Donc maintenant ce sont mis Hitchcock. À chaque fois que je vais écrire un roman, voilà, ils vont apparaître à un moment donné. Et donc là, je m'amuse dans ce roman-là, La famille Martin, puisque je parle de moi en train d'écrire un livre. Je me dis, mais mince, il faut que je mette mes Polonais. Donc je demande à Madeleine, mon personnage de 82 ans, ça vous dérange pas si on dit qu'on a croisé des Polonais, voilà, dans le roman à ce moment-là. Après, vous avez aussi évoqué autre chose au début de votre question, c'est l'idée que ces personnages-là sont tous dans un moment de bascule, dans un moment de complexité de vie, avec des décisions à prendre. Et c'est vrai que je me suis rendu compte assez tardivement, moi qui avais le sentiment d'écrire des livres très très différents les uns des autres, que ce soit Charlotte, La délicatesse, Le mystère Henri Pic, Les souvenirs, à chaque fois ils sont portés par des énergies différentes, mais tous traversent ou questionnent voilà, ce moment de vie où il y a une sorte de brisure, de difficulté et la nécessité de se reconstruire. Et je m'en suis rendu compte très très tard, et c'est vrai que ça fait totalement écho avec ce que j'ai pu vivre à l'âge de 16 ans, en étant très gravement malade et en ayant une sorte de seconde vie. Et c'est vrai que quand j'ai écrit La délicatesse, par exemple, c'est totalement un livre sur la renaissance, sur le deuil et comment revivre après un tel deuil en faisant une rencontre amoureuse avec un Suédois dépressif. Ça, c'était dans la délicatesse. Et puis Charlotte aussi, mon roman sur Charlotte Salomon est totalement marqué par ce thème de la seconde vie. Et elle dit d'ailleurs quelque chose de très très beau, qui est une phrase qui m'a hanté longtemps. Elle dit il faut être mort une première fois pour pouvoir aimer véritablement. Donc j'aime bien ce thème effectivement de la Renaissance. Alors la Renaissance,
Par exemple, vous venez d'évoquer Charlotte, il y a une thématique et un de vos centres d'intérêt qui apparaît de façon récurrente dans votre œuvre, un petit peu moins peut-être dans la famille Martin, c'est à la fois la musique et l'art. Ce sont deux centres d'intérêt que vous évoquez sous divers aspects dans plusieurs de vos romans. Dans la famille Martin, à un moment donné, vous dites qu'un roman doit être rond, qu'il doit y avoir en quelque sorte une forme d'équilibre. Et je trouve que cette phrase fait également écho à la représentation picturale et à la composition musicale. Est-ce que chez vous, quand vous écrivez par exemple, il y a toujours cette nécessité de cet équilibre qui est spontané, visuel quand on regarde un tableau, auditif évidemment quand on écoute une œuvre musicale, et dans le roman ça participe du même principe selon vous? Pourquoi? Alors en tout cas c'est vrai que dans ce roman La famille Martin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un livre sur le laboratoire d'écriture d'un roman, donc je parle aussi beaucoup de la création littéraire, de comment je compose un livre, de comment je travaille mes phrases, ou qu'est-ce qui va être intéressant dans une histoire, pourquoi je vais suivre tel personnage ou tel autre. Et c'est vrai que j'aime bien écrire, je l'avais fait un petit peu pour ce livre Le Mystère Henri Pic, sur les livres que j'aime, le milieu littéraire, la façon de composer un livre. Et c'est vrai que je reviens notamment sur cette idée que moi, quand j'écris un livre, c'est très personnel. Souvent, on me demande quand est-ce qu'on sait que le livre est fini. Potentiellement, on pourrait toujours ajouter des choses, toujours ajouter un détail, toujours travailler encore ses phrases. Mais j'ai le sentiment parfois, en fermant les yeux, de voir des formes géométriques. Et j'ai le sentiment que quand j'atteins un rond, quand je vois un rond, c'est que je suis arrivé au bout de la création de ce livre. Alors c'est ce qu'on appelle un petit peu toute proportion gardée, parce que je pense pas être affublé de ce talent-là, mais c'est ce qu'on appelle la synesthésie. Et c'est vrai que ça m'a toujours fasciné, la conversation entre les arts, l'écho finalement entre les différentes façons de s'exprimer. Il me semble qu'un roman doit être musical, tout comme je suis aussi réalisateur, pour moi filmer c'est très littéraire. Il y a une sorte de correspondance permanente entre les façons de s'exprimer et les différentes sensibilités. C'est aussi pour ça que j'ai été fasciné pendant des années par cette peintre Charlotte Salomon, et sur laquelle j'ai écrit mon roman Charlotte, puisque au-delà de son destin tragique de jeune femme morte en déportation, c'est quelqu'un qui a fait une œuvre picturale, qui est à la fois littéraire, qui est aussi avec des indications de musique, et finalement elle mélange tous les arts à travers sa création, et ça me bouleverse et ça me fascine. Et j'ai le sentiment que moi ça m'arrive aussi parfois, quand j'écris un passage, je peux voir une couleur. J'ai le sentiment qu'il y a des sensations qui peuvent être mauves par exemple. Et finalement, le mélange des couleurs, de la géométrie, du rythme, du son, tout ça me paraît extrêmement lié. Et je voudrais en revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure au sujet de la façon dont vous structurez vos romans. Bon, j'en ai lu quelques-uns, et ils ont toujours une structuration effectivement classique, avec première partie, deuxième, etc., etc., et puis un épilogue. C'est de moins en moins courant aujourd'hui. On retrouve cette construction, par exemple, dans Belle du Seigneur d'Albert Cohen, qui est un livre qui vous a marqué, je crois. On la retrouve aussi dans de nombreuses œuvres de Dostoïevski, notamment dans Crime et Châtiment, comme si c'était une ossature dont vous avez besoin. En tout cas, dans les livres que j'ai lus, j'en ai lu 5 de vous, pour être plus précise, elle est permanente. Est-ce que vous pensez à un moment donné vous détacher un petit peu de ce type de construction? Alors c'est à la fois une structure classique qui s'appuie aussi dans le corpus de votre écriture sur des éléments beaucoup plus contemporains, hein, comme l'usage par exemple des 3 points de suspension systématiques. Ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'on utilise en bande dessinée aussi dans les dialogues de façon à les séquencer un petit peu. Je ne sais pas si c'est aussi l'influence du cinéma qui vous amène à découper comme ça, mais pourquoi cette ossature très très classique, structurée comme telle? Est-ce qu'elle vient de vos inspirations de lecteurs, ou bien est-ce que véritablement vous ne pouvez pas vous en détacher? Notez bien que ça n'est pas une critique, c'est un simple constat, hein, mais ça m'a interpellé, d'autant plus que l'utilisation de l'épilogue est de plus en plus rare. Ah non, alors je l'ai vraiment pas vu comme une critique. Au contraire, je vous trouve extrêmement bienveillante, et merci d'avoir lu
5 livres de moi. J'espère que vous allez vous en remettre. Ça me paraît un peu trop d'un coup, mais voilà, je vais préparer avec attention et ça me touche. Hein. Et puis c'est vrai que là où vous avez raison, c'est qu'il y a un véritable combat chez moi entre l'adoration du passé, des références. Je parle beaucoup des écrivains que j'aime. Je suis quelqu'un qui admire les autres. J'adore, oui, parler des gens que j'aime ou qui me font rire ou qui me fascinent. Et j'ai quelque chose qui est profondément tourné vers le passé chez moi. Et en même temps, je suis très excité par l'inventivité, par la modernité. Voilà, moi, j'ai aucun problème avec l'idée qu'on n'aime pas mon travail ou qu'on n'adhère pas forcément aux choses que je peux proposer, mais un écrivain se doit d'avoir une langue particulière, se doit d'être reconnaissable d'une certaine manière. Et donc moi, j'alterne entre une forme de récit extrêmement classique. Vous avez raison, j'adore cette idée des prologues, des épilogues, qui peut paraître très datée. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point je les utilisais fréquemment, merci de le souligner, mais maintenant je vais faire attention. Mais c'est vrai que ça ne m'étonne pas, j'aime bien cette idée-là. Tout comme les réalisateurs que j'aime sont souvent des réalisateurs littéraires, comme François Truffaut, des réalisateurs qui racontent une histoire avec une narration un petit peu classique. Et en même temps, j'adore que ça puisse être divertissant, loufoque, étrange. Oui, c'est vrai que vous parlez des dialogues. J'adore faire. Dans la vie, parfois, on ne sait pas que répondre à quelque chose, on ne sait pas que dire. Et donc, j'aime bien les personnages qui puissent exprimer ce silence-là à travers l'expression de 3 petits points. C'est vrai que ça fait un petit peu bande dessinée, mais finalement, je crois qu'on peut tout exprimer en littérature, même le silence. Absolument, c'est peut-être sans doute ce qu'il y a de plus difficile d'ailleurs. Ceci étant, quand vous parliez de donner une tonalité à votre œuvre, alors ce qui est très amusant, c'est que quand on lit un de vos livres, il y a un côté addictif dans votre univers. Et je vais vous dire pourquoi, parce que comme vous semez comme ça des petites pierres qui font référence à des auteurs que vous avez aimés, à des œuvres précédentes que vous avez écrites, il y a beaucoup de références, on a envie d'aller les rechercher dans d'autres livres que vous avez également signé ou dans vos films en filigrane de la réalisation et au-delà de l'histoire proprement dite. Donc véritablement, il y a la composition d'un univers immédiatement identifiable et reconnaissable aussi par l'attachement que vous avez pour certains prénoms. Alors il y en a qui reviennent à des intervalles réguliers, comme Sabine, que vous semblez affectionner tout particulièrement. Je ne sais pas pourquoi. Non, non, du tout, mais ça m'a un petit peu interpellée. Et je voulais savoir pourquoi vous avez ce rapport au nom et au prénom, qui est quand même assez curieux. Pour moi, c'est très très important. Pour moi, on est vecteur d'une identité qu'on porte avec le prénom. Il y a une énergie d'un prénom. J'ai le sentiment parfois que trouver le prénom d'un personnage, c'est avoir fait 80% du travail. C'est-à-dire que quand j'écris La Délicatesse, je mets beaucoup de temps à chercher le prénom de mon héroïne. Et je trouve que tout ce qu'elle fait est très Nathalie. Elle a une énergie de Nathalie. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte plus tard que Nathalie, étymologiquement, évoquait la naissance. Et donc, c'est vraiment une histoire sur la Renaissance. Donc, c'est vrai que je tourne autour des prénoms. Je leur donne une certaine importance. J'avais écrit un roman plutôt léger sur un homme qui avait 50 ans et qui retournait vivre chez ses parents. Et finalement, je me suis dit, ça, c'est un Bernard. Et donc, très rapidement, finalement, le prénom peut me donner une énergie de narration. Et j'ai pareil avec les noms de famille. J'aime bien les noms de famille avec des cas. Alors, cette fois-ci, j'étais un peu contraint puisque j'étais obligé de faire un livre avec les Martin. Mais j'ai sorti quand même. D'ailleurs, vous vous interrogez sur la pertinence de faire un livre sur une famille qui porte un nom extrêmement répandu, et vous trouvez que le fait qu'il soit répandu est justement très romanesque. Donc, du coup, vous vous en accommodez. Oui, parce qu'au début, j'ai un peu peur. Est-ce qu'on peut faire un bon roman avec une Valérie Martin? Donc, je me pose la question, et puis j'ai cherché d'ailleurs, à un moment donné dans mon livre, sur Internet, je cherche des exemples de Valérie Martin, et c'est vrai que je parle d'une Valérie Martin, d'ailleurs, une ostéopathe dans mon livre à Verrières-le-Buisson, et il se trouve qu'elle m'a écrit il n'y a pas très longtemps sur Facebook pour me dire qu'elle était très contente d'être dans le livre. Elle est très sympathique d'ailleurs, les Valérie Martin sont très sympas, il y a rien à dire. Et c'est vrai que je peux du coup aller la voir si j'ai mal au dos, mais
je me dis à un moment donné que, en fait, ce qui m'intéresse, moi, alors peut-être que j'essaie d'avoir un rapport optimiste ou positif. J'essaie toujours de chercher ce qui est intéressant dans n'importe quel sujet, dans n'importe quelle conversation, dans n'importe quelle personne. Et c'est vrai que l'intérêt d'un Martin, parce qu'on peut se dire oui, c'est compliqué, tellement de personnes portent notre nom, on est un peu les Chinois du nom. Et finalement, je raconte que c'est vrai que si Valérie Martin elle croise un psychopathe dans une soirée, elle est certaine qu'il ne le retrouvera jamais sur Facebook. C'est impossible de retrouver Valérie Martin. Donc il y a quand même des intérêts. Ouais. Effectivement, alors dans le même temps, enfin j'allais dire en même temps, mais bon, vous avez aussi... Dire, hein, c'est pas un gros mot. Tout à fait. Vous êtes macroniste, hein. Je vous laisse cette interprétation. On remarque souvent aussi chez vous une faculté très sympathique d'ailleurs de citer dans vos romans. Vous citez d'ailleurs le président Macron dans un de vos romans. Il me semble que c'est dans Deux sœurs, si je ne m'abuse. Vous citez des personnages qui existent réellement, soit qu'ils interviennent directement dans le roman, soit qu'ils interviennent en tant que référence. Vous citez Michel Houellebecq, par exemple, aussi dans un de vos romans, ou des éditeurs comme Olivier Nora, etc., dans le même livre d'ailleurs, je crois. Oui. Donc, pourquoi cette référence à des personnages qui existent? Est-ce que c'est pour ancrer l'œuvre dans une véritable contemporanéité? Est-ce que c'est pour leur faire plaisir? Parce que pourquoi pas, après tout. Ou est-ce que ça vous vient spontanément? Je pense par exemple à Karl Lagerfeld, qui devient quasiment un personnage à part entière de la famille Martin, puisque vous le ressortez du chapeau, si j'ose dire, dès que vous imaginez qu'à un moment donné, le lecteur peut avoir une petite baisse d'attention au moment de la lecture. Alors, pour leur faire plaisir, non, pas forcément, parce que je me souviens... d'avoir cité Frédéric Becbédé dans Le Mystère en épique, et il m'a dit franchement merci, tu me fais passer pour un con dans ton livre, c'est pas ce que vous dites, c'est surtout valable pour Le Mystère en épique. Parce que Le Mystère en épique, c'est l'histoire, il y a eu après le film qui a été fait, j'étais très heureux de l'adaptation par Rémi Besançon avec Fabrice Lucchini et Camille Cotin. C'est l'histoire d'un manuscrit qui est retrouvé dans une bibliothèque des livres refusés. Et c'est vrai qu'il y a tout un phénomène autour de ce livre. On se demande qui a écrit ce livre, et je parle je mets les vrais noms, pas par souci de présenter ces personnages dans le livre, mais c'est vrai que pour ancrer d'une manière réelle et contemporaine. Quand elle va faire une émission, sa veuve, je suis content que ce soit François Bunel ou Augustin Troistenard. On n'a pas besoin d'ailleurs de les connaître pour comprendre le livre. J'ai cette chance incroyable d'être beaucoup traduit. Et c'est vrai que Le Mystère en épique, c'est un livre qu'on peut lire dans d'autres pays sans connaître les personnes que je cite. Donc je suis pas excité par le contemporain ou par les romans à clé. Il se trouve que sur le dernier livre aussi, je parle beaucoup de Lagerfeld, mais c'est plutôt un amusement. Et d'ailleurs, on apprend des choses sur Lagerfeld en lisant mon livre. Si on est terrifié d'ennui en le lisant, au moins on apprend des choses sur lui, quoi. Il se trouve que Madeleine, et je trouve ça, pour être plus sérieux, c'est vrai que moi j'ai un rapport très fort aux personnes âgées. J'étais très proche de mes grands-parents et je vois toujours le passé dans le présent. Et d'ailleurs, ça me bouleversait d'être avec cette femme qui avait 82 ans, et je voyais sa fille qui, à juste titre, s'inquiétait pour son autonomie, s'inquiétait pour le vieillissement de sa mère, pour sa santé. Elle répondait parfois à sa place. Et en même temps, j'avais envie de me connecter à qui avait été cette femme. Et j'ai trouvé ça bouleversant qu'elle me raconte une passion amoureuse entre 20 et 25 ans. D'un côté, il y avait sa fille qui lui demandait si elle avait fait des courses pour le soir. Et de l'autre côté, elle me racontait une passion sensuelle et dévastatrice avec un homme qui l'avait quittée. Elle n'avait jamais compris pourquoi. Et dans le livre, on part à la recherche de ce mystère-là. Et c'est vrai qu'après, plus tard, elle me raconte qu'elle a travaillé chez Chanel avec Lagerfeld, elle a croisé Lagerfeld. Alors je me dis, tiens, si jamais mon personnage n'est pas très intéressant, au moins elle pourra me raconter plein d'anecdotes sur Lagerfeld. Et à chaque fois, dans mon roman, que je sens une petite baisse de tension narrative,
ou que je me dis peut-être le lecteur, ça va moins l'intéresser, ce que je raconte là, hop, je sors une petite anecdote sur Lagerfeld. Et le Lagerfeld est très très bon hein, je vous le conseille parfois si vous avez des dîners ou un rendez-vous avec des blancs. Si vous avez un dîner où voilà, il y a un petit moment, on n'a pas grand chose à se dire, je vous conseille une bonne anecdote sur Lagerfeld, ça passe très bien. Ah oui, non, mais j'ai tout à fait retenu l'astuce, hein, vous inquiétez pas. Tant mieux pour vous. Bon, et pour en revenir plus précisément au déroulement du roman, alors vous intervenez effectivement dans la vie de cette famille Martin. On va pas tout raconter, hein, parce que c'est absolument passionnant, et puis ce qui s'y passe bouleverse complètement la vie des différents protagonistes. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, vous laissez il y a des choses qui restent en suspension à la fin du roman, et on sent qu'il y a encore un potentiel et qu'on peut encore aller plus loin avec cette famille Martin. Je pense par exemple au personnage de Lola, la fille adolescente de Valérie Martin, dont vous dites qu'elle pourrait tout à fait être le sujet d'un prochain roman. Il y a aussi, on ne va pas dévoiler encore une fois les arcanes de l'histoire, mais il y a aussi la relation entre les deux sœurs, qui restent, les deux sœurs Valérie et sa sœur Stéphanie, qui restent en suspens. Là, on retrouve une thématique que vous explorez par ailleurs dans beaucoup de vos œuvres. Deux sœurs, évidemment, mais le rapport à la fratrie semble quand même un point focal hein, chez vous. Et donc, ça, c'est intéressant aussi. Vous envisagez une suite, un prolongement, ou c'était juste histoire de nous laisser un peu en haleine? Alors, c'est vrai que moi, je trouve qu'il n'y a pas trop d'histoires qui restent en suspens. Il y a pas mal de résolutions. C'est vrai que peut-être pour l'adolescent, vous avez raison, mais parce qu'elle veut pas trop se livrer. Et puis, de toute façon, qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est vrai que le narrateur se pose la question. Quand on voit un adolescent, on a toujours envie de savoir finalement comment il va évoluer, comment il va trouver sa place dans la vie, dans la société. Et c'est assez passionnant, ça c'est évident. Et il se trouve que ce livre-là, comme c'est un livre finalement en hommage à la création littéraire ou au rapport d'un écrivain avec ses personnages. C'est un livre qui est un peu un livre somme pour moi, où j'ai mis beaucoup pas de références, parce que c'est pas du tout une question d'autocitation, mais j'ai mis dans ce livre finalement tous les thèmes qui m'avaient traversé dans mes romans précédents. Donc vous parlez de la fratrie, c'est vrai que la brouille entre les deux sœurs, ça fait totalement écho à mon roman précédent qui s'appelait Deux sœurs et qui racontait l'histoire d'une jalousie maladive entre deux sœurs. C'est vrai que tout à l'heure je parlais de Madeleine et du vieillissement. C'est un thème que j'avais déjà évoqué dans mon roman Les Souvenirs, qui avait été adapté au cinéma avec Annie Cordy. Cette femme qui quittait, qui fuyait la maison de retraite et qui fuguait pour pouvoir reprendre possession de sa vie. Et ainsi de suite. C'est vrai que dans le harcèlement au travail, j'en ai déjà parlé dans mon livre Je vais mieux. Et finalement, c'était pas pour moi un désir de répéter ou de redire les choses, mais c'était comme faire une sorte de roman qui aussi soit traversé par tous les thèmes importants enfin en tout cas qui me touchent, comme la difficulté de l'adolescence, la difficulté du vieillissement, l'usure du couple, le rapport dans l'entreprise. Voilà, il y a beaucoup de choses finalement qui sont revenues à travers ces personnages, et on se rend compte que de toute façon, on est traversés tous par les mêmes problématiques, plus ou moins. Ce qui est important, c'est la façon de les traiter, le regard, et comment on va pouvoir, comment dire, réagir par rapport à ça. Si je prends un seul exemple, par exemple l'usure du couple, il n'y a rien de plus classique que d'évoquer ça. C'est traversé par beaucoup de gens quand on est ensemble depuis 10, 20 ans, 30 ans. Faire vivre le désir, quand on est dans une vie familiale avec une routine, avec des enfants, c'est très compliqué de mettre un peu d'énergie amoureuse dans quelque chose qui peut très vite être encombré par la lassitude. Eh bien, ce thème extrêmement classique n'en demeure pas moins d'une grande violence qui propulse chaque personnage qui peut traverser ça dans une grande interrogation. Et Valérie Martin, même si elle est consciente de la banalité de ce qu'elle peut éprouver, ça n'en demeure pas moins pour elle quelque chose d'exceptionnel, y compris dans sa violence.
On va peut-être en venir à votre intérêt pour le cinéma, et le rapport qu'il entretient avec l'écriture dans votre œuvre. Vous avez adapté avec votre frère Stéphane un certain nombre de vos œuvres, d'autres ont été adaptées par d'autres réalisateurs. Quand vous écrivez, par exemple, est-ce qu'il vous arrive, ou est-ce que c'est naturel, de projeter en même temps que l'écriture du roman, de l'adapter immédiatement, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui interagit entre le projet, ce que ça pourrait donner comme film, tout simplement, et ce que vous êtes en train d'écrire? Vous n'y pensez pas quand vous écrivez? Non, j'y pense pas, et même c'est même le contraire parfois. À vrai dire, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de romans adaptés au cinéma. On a parlé de Mystère en épique, des souvenirs ou la délicatesse, parce que je raconte des histoires avec... j'ai plein de problèmes mais j'aime bien ça. Je raconte des histoires avec un début, un milieu, une fin. Donc c'est vrai que souvent les producteurs sont intéressés par l'idée d'en faire des films parce que ça raconte des histoires. Mais c'est pas du tout mon obsession. C'est-à-dire que un livre comme La famille Martin, je crois pas vraiment que ça soit adaptable. Alors bien sûr, je raconte toutes les péripéties de ces personnages. Je raconte, voilà, c'est sûr que ça pourrait être une sorte de série, mais c'est pas une ambition. Par exemple, j'ai refusé des adaptations pour mon roman Vers la beauté. Il y a des livres. En fait, moi, je suis dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a certains films, il y a certains livres quand ils sont adaptés, finalement, ça rend étroit l'imagination du lecteur. Il est finalement totalement soumis à l'image collective. Quand on lit La délicatesse, maintenant, alors même si j'ai fait enlever la photo de l'affiche sur la couverture du livre, on pense à Audrey Tautou, et elle était merveilleuse comme interprète, et de travailler avec elle, c'est un des souvenirs les plus marquants de ma vie professionnelle. Mais j'aime bien l'idée, moi, que des livres, même si ça raconte des histoires qui pourraient devenir des films, ne deviennent pas des films. Est-ce que c'est dans... Donc c'est pas du tout pour moi une... Après, il y a des... Comme Le Mystère en épique aussi, j'étais très heureux du film. J'ai pas du tout participé à ce film et je l'ai découvert avec beaucoup de bonheur. Mais quand j'ai regardé le film, j'ai pas pensé à mon livre. J'ai pris du plaisir comme un spectateur face à un film. Est-ce que le fait de ne jamais donner de description physique précise de vos personnages participe du même principe, à savoir celui de ne pas figer une image? Oui, c'est très juste. Moi, j'adore, je peux être très précis dans la psychologie, dans les détails, dans la façon d'appréhender les situations de la vie, dans la façon de se déplacer même, ou d'ouvrir une porte. Mais sur les descriptions physiques, j'aime bien rester pas flou, on peut imaginer à peu près, mais en tout cas, ne pas être dans la précision. Je trouve que c'est assez magique. Là, je parle pas en tant qu'écrivain, mais en tant que lecteur. J'aime bien ne pas me laisser, cadenasser ou emprisonner dans une vision un peu trop précise des choses. J'adore l'idée, par exemple, quand on parlait des adaptations, j'ai donc des livres qui ont été adaptés, et donc j'avais rendez-vous avec les producteurs, parfois, qui allaient acheter le livre ou les droits du livre, et je leur demandais, alors vous voyez qui comme acteur? Parce que ça m'intéressait, parce que ça me donnait une idée de comment ils composaient physiquement le personnage dans leur esprit. Et c'est vrai que c'était des choix à chaque fois très différents. Je me rappelle sur La délicatesse, plein de gens voyaient des actrices différentes. Alors que mon frère et moi, on rêvait d'Audrey Tautou. Et est-ce que quand vous confiez une œuvre à un réalisateur, vous êtes interventionniste en ce qui concerne la suite des événements, la façon dont ça va être tourné? Est-ce que vous apparaissez à intervalles réguliers sur les plateaux, ou est-ce que vous lui déléguez complètement la réalisation sans même demander un droit de regard ou avoir... Non, alors je suis pas un psychopathe de mon œuvre. Donc, à vrai dire, comme je suis aussi réalisateur, en fait, on n'est pas du tout obligé de céder ses droits. C'est-à-dire que quand on décide de céder ses droits à un réalisateur, on a en général discuté avec lui, on voit son point de vue, on voit à peu près ce qu'il a envie de faire. Mais après, hein, le cinéma, c'est très compliqué. Il
il y a beaucoup d'intervenants, ça dépend des acteurs, ça dépend de beaucoup de choses. Donc le film peut être réussi comme il peut être raté. J'ai connu les deux. J'ai connu des adaptations très réussies et une adaptation extrêmement ratée. C'est pas très grave. Alors, puisque nous sommes dans le domaine du cinéma, nous allons y rester. Avant d'arriver chez Michel, vous étiez un peu plus loin, hein, et vous préparez la sortie d'un film qui s'est réalisé, je crois, dans des conditions un peu particulières, hein, puisque nous le savons, nous traversons tous une période compliquée du fait de la crise sanitaire. Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Oui, alors, parallèlement à ma carrière d'écrivain, je suis aussi réalisateur avec mon frère, on forme un duo. Donc on a évoqué La Délicatesse, qui était notre premier film avec Audrey Tautou et François Damiens. Et puis il y a eu notre second film qui s'appelle Jalouse, qui était avec Karine Viard en rôle principal. Et là, on vient de tourner cette année. Alors le tournage était initialement prévu en mai, puis reporté. Et donc on a pu tourner en septembre-octobre, en passant miraculeusement à travers les gouttes du Covid, puisqu'on n'a pas eu d'acteurs malades, pas de techniciens malades, alors que beaucoup de tournages ont dû s'interrompre. Donc ça a été une grande chance. Après, il y a d'autres problématiques. C'est-à-dire de savoir quand on va sortir le film, parce qu'il va y avoir tellement de films à sortir maintenant, donc ça va être un peu compliqué, même si la Gaumont, pour l'instant, l'a prévu fin août. C'est une comédie à sketch, on va dire, puisqu'il s'agit de 6 histoires différentes. Une comédie sur les fantasmes sexuels, des fantasmes un peu particuliers, qui sont tous vrais, et qui, j'espère, seront drôles. C'est un film avec beaucoup d'acteurs, donc ça a été un long projet à mener. J'ai hâte de pouvoir le montrer et le partager avec vous. C'est un film où il y a entre autres Denis Podalides, Nicolas Bedos, Carole Bouquet, Monica Bellucci, Karine Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy, Alice Taglioni. Voilà, il y a pas mal d'acteurs. Très beau casting. Bientôt, il va encore se le montrer, j'espère. Ah, ben avec grand plaisir, nous vous recevrons avec grand plaisir. Et justement, alors on parlait d'un tournage un peu perturbé par la crise sanitaire. En tant que créateur et en tant qu'écrivain, qu'est-ce que vous a inspiré cette période de confinement? Pas spécialement en tant qu'écrivain, je crois que ça a été une période difficile pour tout le monde. Ça a été extrêmement... D'abord, il y a tellement de gens qui vivent des situations extrêmement violentes, douloureuses, de précarité. Moi, j'avais des jeunes acteurs sur mon tournage, voilà, qui ont plus d'aide, qui peuvent plus faire de petits boulots. J'ai travaillé aussi beaucoup pour le théâtre. J'avais 2 pièces cette année qui ont été interrompues, dont une avec Admirat qui a joué seulement 6 fois. Et à chaque fois, il revenait pour faire de la promo. En octobre, en novembre, à chaque fois, la pièce n'était pas jouée. Mais CAD ou plein d'autres gens sont moins à plaindre, évidemment, que tous les techniciens ou les gens qui ont moins de moyens. C'est d'une violence inouïe ce qu'on traverse. Donc, évidemment, je reste aussi extrêmement connecté à l'idée que tout ça a été aussi nécessaire pour sauver des vies. Et au bout du compte, on fera le bilan de tout ça quand, j'espère, tout ça sera fini. Et on pourra peut-être aussi regarder la part d'humanité qui a été celle de cette période. Oui. Et mon côté positif, ça. Ça ne vous a pas... C'est difficile pour l'instant d'être positif, mais... Oui, ça absolument. Mais est-ce que ça vous a donné envie, enfin, ou est-ce que tout du moins ça pourrait être ça a été un sujet d'inspiration quelque part qui pourrait venir comme ça en filigrane d'un livre je ne sais pas. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont écrit des projets de films, de pièces de théâtre, mais moi, ne me parlez plus du Covid, mais impossible d'écrire un livre là-dessus, je veux même plus y penser. J'espère qu'on va, après, être dans une période de vie, de célébration de la vie, qu'on va s'embrasser, qu'on va sortir, qu'on va boire, qu'on va s'aimer et qu'on oubliera tout ça. Mais en tout cas, il est certain que moi, ça m'inspirera pas du tout. C'est tellement anxiogène à vivre que j'ai vraiment pas envie de m'y replonger. Bien, écoutez, je pense que c'est sur cette note d'optimisme que nous pouvons très bonne idée.
clore cette rencontre. Merci infiniment, David Fuenquinos. Merci à vous. Et à bientôt. À très bientôt. À bientôt en Corse, hein, j'espère. Ça me manque. Oui, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Bien sûr. Écoutez les histoires de... Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâché pour l'écrivain. Les pages se tournent, j'arrive au bout du chemin, mais j'y suis trop bien. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador. Dans ces feuillets, mon mirador. Oui, Racine de ciel, j'ai lu évidemment chaque année. Les plus grands auteurs sont invités là-bas. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau y plonge en piqué. Moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ces feuillets, mon mirador. Dans ces feuillets, mon mirador. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin.